Bonjour à tous, je suis aujourd'hui au musée Wheels Through Time à Maggie Valley en Caroline du Nord et c'était le pire moment pour venir ici parce qu'il y a eu un ouragan, un terrible ouragan hier. Malgré tout, Matt Woxler, qui est le patron, nous a ouvert le musée. So hello Matt, How so do you do? thank you very much for letting us in. Yes, sir. And so I suppose you grew up with bikes with a father like Dale. Yeah, I sure did. Yeah, it's been around this stuff my whole life. I'm very blessed. Yeah. Which was your first memory with You motorcycles? know what? I can remember in the front yard uh, taking cruises around on the gas tank of my dad's 48 Panhead. So how old were I you? was probably one, two, Oldest three memory, years ses old. plus anciens souvenirs sont Yeah, déjà liés à la moto. yeah, Il probably se two, souvenait que 3 years son, old. son père le trimballait sur le réservoir dans la cour devant chez eux. And so when did you ride your first bike? You know what? I started riding probably when I was 5 or 6. So mini bikes? Yeah, just started out on mini bikes and Bon, il a commencé à uh, 5-6 ans à rouler sur des mini bikes. went to started on a little PW50 and then a BW80, XR Honda, and then got into motocross bikes and going fast in the dirt. And Oui, donc d'abord des japonaises, des petites, so ensuite des yeah, it's crosses. been riding since I was just a kid. Rode my first old bike when I was 13 years old. So what was It it? was a 1939 Harley WLDD. Ah, première, at what age? At night, 13 years old. 13. À Yeah. 13 ans, il a roulé sur son premier flathead 1939 WLDD. That's So I great. didn't realize what I was riding at the time. You know, as a 1 year only model, they only made like a couple hundred of Yeah. them. You still have the So bike here in the collection? actually, that bike's in Australia now. My dad sold Oh, that bike maybe 10 years ago, but it ouais. was here for a very long time. Moto And rarissime qu'il a since roulé. we have number of other WLDDs that are a Yes. little bit more, uh, maybe a little more special and Uh-huh. sentimental. Okay. And so now you're running the museum how many days a year? Sure, we're open 5 days a week, and we're open the beginning of April, first Thursday in April through the end of November. Donc du So début d'avril à fin novembre, ils sont ouverts. right before Thanksgiving, we close down. So we're Thursdays through Mondays, and we got a crew of 15 of us here at the museum. That pretty large crew for the place that it is, but Yeah. a group of dedicated folks that are really passionate about history and jumped into my dad's vision and are here to keep it going and growing. So Great. Ils sont une quinzaine ici en hiver, donc à travailler. And so you restore some more bikes and yeah, we restore a lot of bikes. We're always looking for stuff. It's searching for new pieces of history. There's not a list of motorcycles that we're actively looking for, but this place. My dad always said this is about bikes with character and bikes with personality and bikes with great stories, Mhm. and that's very much what we look for when we're searching for bikes and when we buy bikes for the collection, and whether we restore them or go take the preservation route. It just depends, but we have a restoration shop in the back with maybe 10 or 11 projects at a time that are all Can moving you show forward. it to us Yeah, later? we'll Yeah. bring you back to the shop here in Yeah. a little Oui, bit. ils ont donc, ils passent leur temps à restaurer des motos. Ils cherchent toujours des motos de caractère, des motos uniques avec une histoire vraiment très, très particulière. And is there a list of, I don't know, one specific bike you would really love to find or You know what? Mm, I don't know. I could narrow it to just one. yeah, yeah. But what are you? We 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 don't we have a Curtis. We don't have a Cyclone. We don't Oh, have yeah. a Ivor Johnson. Mhm. Oh, we Things we 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 really. went to Motorcyclepedia Museum. We saw some Oh, amazing bikes, yeah, and we went to Bruce Lindsay's collection at his home. yeah, So he showed us his 1905. yeah. Amazing. I'd love to have a strap tank Harley too. That'd be Yes. right at the top of the list. So Well, he has no kids, so I don't know what will happen with his collection once he's gone. But yeah. Well, he's I been. hope I hope it won't be. Well, a couple of bikes would have their place here for sure. They sure would, and Bruce has been such a strong motivator for the hobby and has been Yes, such a preservationist over time and inspired so many people. He was one of the guys that inspired my dad to of do what he course. did. Yes. And without guys like that,
the hobby isn't what it is today, and places like this don't exist. So, Mhm. Okay, well, thank you very much. And so now we'll have a tour at the rest, and whenever you're ready, you can show us the, yeah, the workshop. yeah, I've great. seen so many videos of this workshop, so I'd love to see it for real. Sure thing, man. Okay, thank you, Matt. Absolutely. Alors, après cette petite intro par Matt Woxler, donc, qui est l'actuel patron du musée Wheels Through Time, depuis le décès malheureusement de son père Dale Woxler, que j'ai bien connu, nous faisons maintenant la visite guidée donc, du musée. Donc, il a ouvert le musée spécialement pour nous, hein. Quand je dis nous, c'est toujours Franck Margerin, mon compagnon de route là, pour ce voyage, et moi-même. Donc, le musée commence par la boutique de souvenirs, avec plein de petits goodies qui... On a envie de tout ramener, quoi. Mais enfin bon, après, il faut se limiter un petit peu quand même, hein. Là, il y a le raffle bike. Donc chaque année, le musée organise une tombola. Chaque année, une Harley est restaurée aux petits oignons. Donc là, c'est en 1936, un Knucklehead. Et donc chaque année, il y a des tickets de tombola qui sont vendus. Donc ça, ce sont toutes les motos qui ont déjà été données jusqu'à présent, distribuées aux heureux gagnants. Et alors, je sais même pas par où je dois commencer. Bah écoutez, on va commencer par là, hein. Donc, Welcome to Dale's Place. Bienvenue chez Dale. Et là, on commence par les anciennes, les 4 cylindres. Donc, il y a une légère chronologie, on va dire, dans le musée. Donc là, quelques 4 cylindres, donc Excelsior, Indian, là ça doit être une 36 ou 37. Et oui, une 36, c'est ça. Ensuite, là, il y a les ancêtres. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est tellement, tellement incroyable. Tiens, là, il y a une Ace de course. Voilà. Il y en a tellement que c'est impossible de tout vous montrer, hein. Je crois qu'il y a ici 360 motos de 32 marques américaines différentes. Voilà, donc là, un petit racer Reading Standards, mais alors parfaitement restauré, hein. D'ailleurs, il a gagné des points, il a gagné des titres, je sais plus dans quel concours c'était, mais enfin bon, peu importe. Ça, c'est Mike Corbin qui a offert au musée la statue de Joe Petrali, donc fondue par Jeff Decker, enfin sculptée par Jeff Decker et fondue par Jeff Decker ensuite. Et il l'avait un moment devant sa boutique de Main Street à Daytona, et là, il l'a offerte au musée. Donc voilà, une Harley de 1910, Henderson 4 1913, Indian 1931, 4 cylindres, 4 cylindres 1939. Et alors là, bon ben voilà, c'est le temple, voilà, c'est absolument incroyable. Ce mot incroyable, je pense que je vais l'utiliser plusieurs fois hein, pendant cette visite. Je l'ai utilisé aussi au cours des autres visites, mais là, on termine vraiment notre trip américain en beauté, hein. Vraiment, indescriptible. Heureusement qu'il y a des images. Et encore, en images, il y a beaucoup qui est perdu parce qu'on ne se rend pas toujours compte des volumes, on ne se rend pas toujours compte de l'odeur aussi, hein. Je me souviens quand on est rentré dans l'atelier de Bruce Lindsay, ce qui m'a marqué, c'est l'odeur avant tout, hein. Ça sentait la vieille mécanique. Et puis bizarrement, c'est une odeur que je retrouve que dans des vieux ateliers américains, mais pas en France. Donc ça, c'est comment dire, le vieux bouclard type Harley des années 1910-15. Il y a aussi quelques voitures. C'est absolument trop. Attendez, on va retourner vers l'entrée. Bon, l'entrée qui est en vérité la sortie, si j'ai bien compris. Donc là, il y a deux motos de la marque March. March qui est devenue ensuite March Metz. Tiens, un Big Twin Flathead dont on voit bien les entrailles. Là, il explique un peu la différence entre le flathead et le moteur culbuté, donc avec
2 exemplaires de 1936. Il y a aussi un peu d'Indian ici, hein. Enfin, il y a de tout de toute façon. Il y a absolument de tout. Et voici donc, tiens, voici Franck qui vous passe le bonjour. Et ici, une croqueur. Donc ça, vous en verrez pas tous les jours, hein. Il y en a une ici, mais on a visité pas mal d'autres collections et musées dans lesquels il n'y avait pas de croqueur. Et puis à chaque fois, c'est le grand regret, hein, de gens comme Bruce Lindsay, comme Patrick Brosnan. Tiens, ça, si je ne me trompe, c'est le Café Racer 77 que, oui, c'est ça, que Dale Waxler s'est acheté flambant neuf en 77 et qu'il a toujours gardé. Donc le voilà. Il était pendant les années 70 le plus jeune concessionnaire officiel Harley des États-Unis. Et il a eu la bonne idée de commencer à collectionner les vieilles Harley, puis les vieilles motos américaines. Alors à l'époque, c'était un peu plus abordable qu'aujourd'hui, hein. Il a même certainement, je suppose, hein, il ne me l'avait pas raconté, mais il a certainement pris des motos anciennes en reprise sur des Harley neuves. Et donc il était à l'époque dans l'Illinois et il commençait à avoir une collection de plus en plus importante qui prenait de plus en plus de place dans sa concession, au point qu'il a décidé, je crois que c'était en 2002 qu'il a ouvert ce musée. En 2002, il a franchi le pas de fermer sa concession et puis de s'installer en Caroline du Nord où il y a visiblement plus de place, je pense, pour faire ce qu'il avait envie de faire, hein, c'est-à-dire construire un bâtiment, construire ce musée et puis avoir du terrain autour pour pouvoir rouler, et de la campagne aussi. Alors c'est sur 2 étages, hein, et encore il y a l'atelier ensuite. Allez, on va accélérer un petit peu. Sinon, je sens bien que tôt ou tard, je vais plus avoir soit de batterie, soit de carte mémoire. Alors ici, le coin des knuckleheads. Donc là, il y a de tout, hein, de toute façon, de 1936 à 47, je suppose qu'elles y sont à peu près toutes, sauf peut-être les très rares militaires 43, 42, 43, 44 qui sont grises, et puis que je trouve quand même moins sexy que les autres. Ça, c'est un prototype d'Harley ULH, donc un Big Twin Flathead, avec lequel Harley-Davidson a essayé de convaincre la police de New York de passer d'Indian à Harley-Davidson. Et comme les policiers à moto de New York avaient l'habitude de l'accélérateur à gauche, des vitesses à droite, et voilà, Harley-Davidson a donc fabriqué ce prototype en se calquant un peu sur le mode de conduite d'Indian, et ils ont même été jusqu'à la peindre en rouge Indian. Alors ici, voilà le vieux Schaber's Cycle Shop. Il y a des moteurs partout, il y a de tout partout. Tiens, une Sears 1912. Sears, c'était le premier grand catalogue de vente par correspondance, hein, un petit peu comme la Redoute ou les Trois Suisses. Sauf que chez Sears, on pouvait absolument tout trouver, donc du vélo, l'instrument de musique, et jusqu'à la maison vendue clé en main. Tiens, une Dayton, fabriquée donc à Dayton dans l'Ohio. Une Elk. Enfin là, ce sont vraiment toutes les motos un petit peu rares. Yale, California, une Wagner. Là, c'est la seule et unique Traube qui existe en ce bas monde. Et celle-ci a une histoire un peu particulière parce que je crois qu'elle a été trouvée, elle était emmurée dans un vieil immeuble à Chicago, je crois. Je vais voir si ça donne quelque chose de rentrer là dans le vieux Schaber's Cycle Shop ou s'il n'y a pas assez de lumière. Bon, il n'y a pas énormément de lumière. Et comme je suis pas un grand professionnel, j'ai pas mon éclairage intégré. En tout cas, là, il y a vraiment plein d'outils, plein de vieilles motos en pièces, du stock, des moteurs, des carters moteurs, de tout, de tout. Il y a d'ailleurs une vidéo de Matt Waxler dans laquelle il montre
le maniement d'un de ces outils qui sert à redresser les guidons. Voilà, et vous devriez d'ailleurs, enfin si tant est que l'anglais ne vous pose pas trop de problèmes, vous devriez aller regarder les vidéos de Wheels Through Time. Donc c'était Dale Waxler qui avait commencé à faire ces vidéos. Son fils a pris le relais et franchement, son fils fait un excellent travail, quoi. Il connaît tout ça par cœur, il a vraiment grandi là-dedans. Et heureusement pour Dale, enfin heureusement pour le musée, heureusement pour nous, Matt a hérité de la passion de son père et il continue à faire un super job avec ce musée. Ça aurait été dommage que tout ça soit dispersé. Ce qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps avec le musée de John Parham, le National Motorcycle Museum où est-ce qu'il était, dans l'Iowa. Voilà, une petite maquette du mur de la mort. Ah bah tiens, je l'avais pas vu celle-là. Encore une caisse de transport d'Indian, elle est magnifique. Alors là, il y a tous les engins bizarroïdes qui ont été propulsés par des moteurs de moto. Là, il y a la seule moto non américaine du musée, c'est une CZ tchèque, mais qui a été modifiée, le moteur a été modifié par Irvin Cannonball Baker, et je crois qu'il en a fait un monocylindre OHV, enfin, arbre à cam en tête. Voilà, il a vraiment fait un gros, gros boulot. Arbre à cam en tête entraîné par chaîne, je crois. Je crois que la chaîne est de l'autre côté. Voilà, donc c'est la seule exception à la règle, hein, sinon tout est américain ici, à 100%. Donc là, c'est la colline des Hill Climbers, The Hill Climb Hill. Alors, bon, je sais même pas s'il y a un sens pour vous montrer ça. Ça, c'était un Hill Climber WR, pardon, qui a été piloté par Sam Arena. Voilà, le grand Sam Arena. Qui était, lui, il était concessionnaire. Par la suite, il était concessionnaire Harley à San José, en Californie. Et Sam Arena est l'un des deux concessionnaires avec Armando Magri qui ont poussé Harley-Davidson en 1958 à sortir le Sportster XL/CH. Il s'était engagé à en acheter 50. Il voulait des Sportsters un peu plus musclés, un peu plus sportifs que le premier Sportster de 1957, et Harley a accepté. Voilà, c'est donc suite à ces deux concessionnaires. Ce que j'adore dans ce musée, c'est que bon, ben voilà, il y a des mannequins, il y a des moteurs, il y a des pièces qui traînent un peu partout, on peut tout toucher, enfin potentiellement on peut tout toucher, on n'est pas censé le faire, mais voilà, il y a pas de grosse paranoïa ici, il n'y a pas de panneau do not touch à tort et à travers. Oh là là, je sais même pas dans quel sens aller pour vous montrer tout ça. Allez, on retourne par ici. Donc là, des petits monocylindres flathead Harley, donc du début des années 30. Là, on est sur l'arrière donc du vieux Schaber Cycle Shop. Donc là, je pense qu'il a tout récupéré. Alors, tiens, il y a une Excelsior 1909 rarissime. Et puis là, je crois que cette Indian 1903, c'est la plus ancienne Indian encore en état de rouler, quoi. Et Dale Waxler a d'ailleurs, voilà, le Century Racer, il a fait une course d'ancienne avec cette moto. Donc, on le voit ici d'ailleurs, au guidon de cette moto incroyable dont la batterie est tout simplement scotchée à l'avant du cadre. Ça, c'est le coin des choppers. Donc là, c'est pareil, pour ceux qui s'intéressent aux choppers, là, il y a vraiment quelques choppers historiques, notamment celui-là, là, The Coke Machine. Ensuite, derrière, c'est le coin des Harley militaires, enfin Harley ou Indian militaires, hein. Donc là, c'est pareil, un tricycle type cervicar, mais avec un moteur knucklehead. Il y a bien sûr du WLA, il y a il doit y avoir une XA, ben voilà. Ici, là, il y a un flat twin XA. Derrière, avec le V-twin transversal, toujours à cadence, c'est une Indian 841. Voilà, donc ces deux-là ont été construites en
1942, hein, c'était des prototypes pour l'armée, ils ont quand même fait 1000. Et puis ensuite, il y a la Jeep qui est venue leur rafler le contrat militaire sous le nez. Voilà, donc là, le paradis pour les amateurs de militaria. Allez, on continue d'avancer parce que c'est qu'il y a encore pas mal de choses à voir ici. Et alors, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, le musée est ouvert juste pour nous. Tiens, ça, ce sont tous les Flathead 750. Je crois qu'il y a dans ce musée, ouais, toute la collection des Flathead 750. Il me semble qu'il leur manquait un 1951. Il me semble que c'est le seul Flathead 750 qui manque à la collection. Les vieilles sacoches dans les vitrines, ça aussi c'est magnifique. Là, c'est une commande spéciale pour un client, donc c'était en 1933. Oui, on reconnaît la peinture 1933. Harley-Davidson a accepté pour un client qui s'appelait Monsieur Woolry de loger un V-Twin 750 Flathead dans un cadre de monocylindre, donc un tout petit cadre. Et donc la peinture est encore d'origine, et donc c'est la première fois que Harley-Davidson acceptait de marquer le nom du client sur le réservoir. Donc ça, c'est encore un modèle unique. Donc là, on continue, donc là, on poursuit dans la collection de 750 Flathead. De l'autre côté, pardon, de l'autre côté, toujours la collection de Hill Climber. Donc là, il y a du Twin Cam, il y a du 8 soupapes. C'est du 8 soupapes, ça, ou non? Non, non, même pas, c'est du DH. Ça, ce sont les motos sur lesquelles craque complètement Jason Momoa, l'acteur qui est venu ici et qui a pété un câble sur cette collection au point de se faire construire des répliques de ces moteurs DAH. Tiens, là, il y a des pièces de fonderie de Coslow, Andy Coslow, donc l'ingénieur de Chicago qui avait fait des kits pour convertir les moteurs Flathead en moteurs culbutés, hein, ce qu'avait fait d'ailleurs aussi Albert Crocker en son temps. Voilà. Là, l'Excelsior de Jean Ryan. Alors celle-là, c'est marrant parce que je me souviens du moment où elle était à vendre dans un swap meet américain au tout début des années 90. Je l'avais vu, j'avais bien craqué dessus. Mais évidemment, hors de question d'acheter ça parce que j'en avais pas les moyens ni l'usage. Là, ce sont deux XA qui ont été civilisés après la guerre. Je trouve pas ça très très joli, mais enfin bon. Alors là, on entre dans un autre shop reproduit, enfin calqué sur un atelier des années 50, début 50. Donc là, souvent, Matt Waxler, quand il restaure une moto, qu'il a besoin de pièces, il sort de son atelier, il vient là, et puis il fouille, parce que dans les rayonnages, c'est rempli de pièces New Old Stock, ou d'occasion. Alors là, vous pensez bien, là, on arrive dans une de mes parties préférées. J'allais dire ma partie préférée, non, une de mes, parce qu'en haut, là, il y en a encore d'autres. Donc là, ce sont les board trackers. Donc là, je crois pouvoir affirmer que c'est la plus formidable collection de board trackers du monde, tout simplement. Avec une caisse de transport d'Indian Board Tracker. Donc c'est la deuxième caisse comme ça que je vois. La première était dans le musée municipal de Springfield, dans la section consacrée à la marque Indian. Ah, c'est extraordinaire, hein, tout ce qu'il y a ici. Celle-ci est presque sur-restaurée, là, à mon goût, hein. Il y a des pièces nickelées de partout. J'imagine qu'elle ne devait pas rester bien longtemps dans cet état-là.
Alors ici, le petit racer CAC qui porte le numéro de série numéro 1. Il a non seulement le numéro moteur 01, mais aussi la plaque number 1, pour la bonne raison que c'était la moto de Joe Petrali en 1935. Et Joe Petrali en 1935 a gagné toutes les courses nationales qui comptaient pour le titre de Grand National Champion, au point que les spectateurs pariaient non pas sur celui qui allait arriver en premier, mais sur celui qui allait arriver second. Allez, on va passer par là. Alors comme je le dis parfois, hein, dans une collection comme celle-ci, on pourrait, consacrer une vidéo à chaque moto, et c'est en gros ce que fait un petit peu Matt Wachsler, hein. C'est-à-dire que très souvent, il va vous parler pendant 20 minutes d'une des motos, et au terme de sa petite présentation, de son speech, de son historique et des détails techniques, il va la démarrer. Et puis alors ce qui est incroyable, c'est que ça démarre toujours du premier coup, quoi. Ces vidéos sont faites sans coupure, et puis il y a jamais eu une fois ou alors il les a pas publiées, j'en sais rien, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de vidéo où il a essayé de démarrer une moto et où ça a échoué. Tiens, là-haut, un avion qui a été propulsé aussi par un moteur semi-culbuté Harley. Alors ça, c'est pas un cas unique parce que il y a eu ça en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a un avion comme ça propulsé par un moteur Harley-Davidson qui était exposé au Deutsches Museum de Munich, qui a été inauguré en 1901 ou 3, je me souviens plus, hein, au début du XXe siècle. Et donc avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un avion comme ça avec un moteur d'Harley qui était exposé. Le musée a été bombardé pendant la guerre, l'avion a été détruit. Et je sais qu'il y a quelques Allemands qui ont eu la bonne idée de reconstruire cet avion, donc selon les plans originels. Alors attendez, là je sais même plus où je vais, de quel côté je vais pour poursuivre la visite au premier étage. Oui, je finis mon histoire d'avion, et je sais que Paul Young, mon copain Paul Young de chez WW Cycles Allemagne, était en charge de restaurer, lui, le moteur V-twin. Donc ce qu'il voulait faire, c'était faire voler cet avion une seule fois, et puis ensuite l'offrir au Deutsches Museum, donc à cet énorme musée technique, pour qu'il retrouve sa place. Voilà. Ah oui, alors voilà, la visite se poursuit par là. Tiens, petit détour par la collection de jouets. Donc là, il y a vraiment de tout. Et là, c'est une moto antique, une Keating. Donc, je ne sais pas exactement de quand elle date, mais ça, c'est vraiment aussi les années 1900, 1901 ou quoi. Et cette moto a été prêtée par Brian Keating, qui est donc le descendant donc, du fondateur de la Keating Wheel Company, donc, qui était à Middleton, dans le Connecticut. Et lui vit toujours, il vit au-dessus du Massachusetts. Et c'est lui qui m'a offert la brique de l'usine Indian que j'ai dans mon garage en France, et que je vais bientôt compléter par une seconde brique. Alors, là, les vitrines sont remplies de petites choses. J'adore ça. Alors, on monte à l'étage. Et donc, l'étage, il y a aussi bien... Attendez. L'étage, il y a aussi bien des racers que des Harley, donc des années 60, 70, 80. Et donc, ça commence avec les WLDR, WR,
Tiens, ici, un petit sprint car qui avait été construit par Harry Molenaar avec un moteur XA. Donc là, on commence par les WLDR. Donc ça, c'est vraiment les motos avec lesquelles Ben Campanelle ou Babe Tancredi ont gagné les 200 miles de Daytona en 38, 39, 40. Celle-ci, je pense que c'était une moto de Ben Campanelle d'ailleurs. Et on remarque d'ailleurs qu'à la place des bouchons, sur cet énorme réservoir, il y a des têtes d'allumeur pour un remplissage plus rapide. Voilà, ça c'était le WR 1939 de Babe Tancredi. Donc tous les deux, Ben Campanelle et Babe Tancredi faisaient partie du club des Rhode Island Ramblers, donc un petit club de Rhode Island. Et bah, ils ont gagné, ils ont remporté à eux deux trois éditions des 200 miles de Daytona, donc toujours avec des WLDR. Alors ensuite, en 41, le WLDR a été remplacé par le WR. Alors le WLDR, c'était un modèle qui était issu d'une machine de route, alors que le WR était vraiment strictement un raceur, mais paradoxalement, le WR n'a jamais gagné les 200 miles de Daytona. Bon, alors ici, je ne sais même pas combien il y a de WLDR et WR, mais il y en a partout. Rien que les affiches, là, ça c'est introuvable, ça vaut une fortune. Alors là, dans cette vitrine, je vais pousser un peu ce qu'il y a dessus. Là se trouvent les deux demi-réservoirs du WRL de Léo Anthony. Donc je vous avais fait une vidéo spécialement consacrée à cette moto. Donc voilà, ça c'est absolument unique au monde. Je remets les petites affaires. C'est presque dommage de pas les mettre plus en valeur. Alors là, on arrive à l'ère du KR 750 avec notamment un KR 750 qui a appartenu à Carol Rees-Weber. Tiens, la plaque number one est signée. Et puis, je pense que je vous avais raconté l'histoire de Walter Davidson Jr. qui s'était agacé parce que bah, on voyait un canard sur le réservoir et il n'y avait pas le nom Harley Davidson. Alors c'est sûr que lui aimait mieux quand le nom Harley Davidson était inscrit en gros, surtout pour une moto qui gagnait autant de courses que celle-ci. Celle-ci a gagné aussi, je crois, les 200 miles de Daytona. Ouais, voilà, c'était Brad Andress, lui il a gagné carrément 3 fois, hein. Ça c'est absolument incroyable. Et là, un casque de Roger Ryman, donc qui est absolument identique au casque de comment il s'appelle, Bart Markel, que j'ai dans mon garage en France. Ça c'est mignon, tiens. Petite maquette de WR. Alors ici encore du KR. Et là quelques combinaisons de courses.
dont une de Scott Parker, totalement à droite, qui a été faite par ma bonne amie Dee Johnson, donc Dee's Leathers. Donc on était chez elle la semaine dernière. Alors, ce qui était marrant, c'est que elle passait avec son mari Larry la toute dernière nuit dans leur maison de famille, dans laquelle ils habitaient depuis 60 ans. Et elle m'a montré donc son sous-sol où elle a fabriqué toutes ses combinaisons. Donc elle y a travaillé pendant 50 ans, à raison d'une centaine de combis par an, toutes fabriquées de sa main. Donc elle a fait quasiment 5000 combinaisons dans son sous-sol. Voilà, donc là c'est l'atelier typé XR750. Il y a aussi quelques motos un peu plus modernes. Quelques vieux dragster. Puis là, on poursuit par la période AMF. Là, j'ai même pas été voir encore. Voilà, donc il y a de la Buell, il y a... Bon, ce sont des belles motos, hein. Je vais pas dire le contraire, mais par rapport à tout ce qu'on a vu avant, ça reste quand même de l'ordre du courant, quoi. Il y a une petite simplex fabriquée à la Nouvelle-Orléans. Et voilà, un dernier hommage à Dale Wachsler, donc dans son Dale's Wheel Through Time. Et sans ce fameux Dale Wachsler, ben, tout ça n'existerait pas. Donc les motos seraient éparpillées dans différentes collections privées, mais lui avait envie de partager ça avec tout le monde. Donc on le remercie pour ça. Alors, me voici avec Matt dans l'atelier, donc l'atelier qu'on voit souvent dans ses vidéos avec une collection de moteurs, de pièces. Il y a des carters partout, des cylindres. Il y a la prochaine bécane qui sera mise à la tombola l'année prochaine. Là, il y a une Duoglide 1958 qui vient d'acheter récemment. Et voilà, donc là, je ne vais pas m'éterniser, hein. Je vous invite une fois encore à regarder les vidéos de Matt sur sa chaîne YouTube Wheels Through Time. Donc ça vaut vraiment le coup. Et puis de toute façon, même si l'anglais vous pose un problème, vous pouvez programmer des sous-titres. Il y a moyen de régler ça dans les settings, là, dans les réglages. Ça, c'est un petit monocylindre culbuté. Il a fait une vidéo sur cette moto où il déballe le réservoir. Il a trouvé le vrai réservoir de cette moto et qui lui est arrivé par la poste. Et il a eu fait une vidéo dans laquelle il déballe le réservoir. Voilà, il y a aussi toujours les motos rouillées qu'il s'amuse à sauver. Et voilà, donc c'est tout. Thanks very much, Yes, Matt, sir. for having us. Thank you. Definitely come back anytime. Okay, thank you. Allez, je vous laisse, mes amis. Merci, au revoir. So can you show me the There's golden the one? gold Here's right there, here it yeah. is again. Fantastic. Wow. So you've got some marine blue, some standard colors in there. I love the orange with the green. Yeah, some silver colors stripe. I've never seen, and so then- they are painted on both sides. Yeah, they are painted on both sides. Look at that Calypso red. And so this came orange from one the here. factory. Yeah, this is from the factory. It didn't come from the factory in this Rolodex, not that I know of, but Charlie Stahl put it all together. Donc ça, les amis, c'est absolument exceptionnel. Ça vient de l'usine de Juno Avenue, l'usine Harley, et ce sont des peintures très spéciales qui ont commencé à être proposées en option par Harley-Davidson à partir de 1932. Hein, les ventes étaient au plus bas. Et ils ont donc décidé de proposer vraiment des peintures très très spéciales. Et donc cette peinture dorée, celle-ci là, je vais vous la montrer sur le knucklehead qui est là-bas au bout et qui sera donc proposé durant la tombola du Wheels Through Time. Donc là, il y a mon ami Franck Margerin qui est en train de dessiner cette moto, je suppose, vue de devant. C'est ce que tu fais, Franck? C'est ça.
Voilà, j'ai acheté des tickets de tombola, donc si ça se trouve, j'ai une chance sur 1 million de la gagner, cette moto. Fantastique. Well, thank you for showing us this. Of course, absolutely. It's all the little stuff, you know. Voilà, encore des trésors, il y en a plein les vitrines. Allez, je vous laisse.